souvent, quand on réfléchit un peu, que l'on regarde les projets de développement que l'on voit, mais pas tout le temps, il n'y a pas tout le monde ne le fait pas. En même temps, pour faire un investissement favorable aux pauvres et qui permettra d'améliorer leur capital humain, quelquefois les gens pensent également aux questions de capital social. Je prends un exemple. Autrefois, quand on faisait de l'hydraulique villageoise, pour une villageoise, c'est ce qui n'est pas vraiment des réseaux dans des petites villes, c'est dans des bourgs dispersés. Hein, on va faire des puits ou des pompes et les gens viennent chercher. Eh ben, il y a eu une très très longue période à laquelle je vais participer, c'est mon boulot, dans lequel on demandait à un bureau d'études, il venait, il disait bon là les gens ont besoin d'eau, on faisait un appel d'offres, on faisait le trou avec la pompe, et puis en partant, hop, on donnait la clé à la personne qui passait à côté. On disait, ça y est, on a donné l'eau. Vous revenez 15 jours, 3 semaines après, catastrophe. Voilà, la personne à qui vous avez donné la clé, c'est la femme du chef, alors c'est installé au tiroir caisse et puis maintenant elle fait payer tout le monde. Alors, là, vous n'avez pas réduit les inégalités, hein, et ça ne va pas durer très longtemps parce qu'au bout d'un moment, ça va chauffer avec elle. Ou vous avez même pas expliqué aux gens que c'était à eux d'ailleurs et qu'il fallait l'entretenir. Et donc en fait, ça ne marchait pas. Maintenant, tous les projets dans les villageoises, dans le coût d'un projet, ça fait, il y a des gens qui crient, mais c'est comme ça, il y a toujours 30% de soft, c'est-à-dire qu'on va faire appel à des socio-animateurs avant, qui vont venir demander aux gens est-ce que vous n'avez pas d'eau, combien, où est-ce que vous verriez si on met le puits, déjà on leur demande leur avis, c'est déjà pas mal, donc on évite quelques bêtises, puis on dit voilà, après il va falloir le gérer, donc on vous suggère de créer une association d'usagers de l'eau, mais si vous la créez, c'est compliqué, il faut élire un président de l'association, qui n'est pas un président à vie, il faut former un trésorier, enfin, vous créez, vous construisez de l'institution, et donc on voit bien que quand on fait un investissement, on essaie de faire en sorte qu'il puisse aussi profiter aux gens les plus pauvres, et qu'en plus on crée une institution ou quelque chose qui est là-dedans, si vous voulez, qui va permettre de le gérer, d'avoir une appropriation, on a quelque chose qui est un petit peu plus durable. Et en fait, en général, ça s'arrête là. Ça s'arrête là parce qu'en fait, il manque toujours dans... Je stylise l'affaire, bien sûr, il manque toujours un quatrième capital qui est le capital naturel. C'est-à-dire quand on fait des projets, généralement, on dit on va faire une infrastructure, ah ok, alors on fait une étude d'impact environnemental et social, on essaie de voir si on traverse une forêt, bon ok, on va essayer de la contourner, pas casser les maisons des gens, faire passer la route si c'est une route là-dessus. Mais en fait, on ne colonise pas vraiment le raisonnement, le choix que l'on fait avec les questions du capital naturel. On fait simplement le minimum. En 2012, on ne peut pas faire d'infrastructure, de projet, de ce que vous voulez, en méprisant les populations et les bestioles, enfin le minimum de l'environnement. C'est une question de savoir-vivre. Tout le monde doit le faire. Mais ce qui est beaucoup plus fort, c'est de se dire, dans le concept de ce que je vais faire, comment ça résonne avec le capital naturel, et je vais essayer de vous montrer comment on peut y arriver. Alors c'est assez paradoxal qu'on ne prenne pas en compte le capital naturel, mais très souvent on dit qu'on veut le faire, en fait on fait du greenwashing, enfin un coup de verdissement sur le projet. C'est le même projet qu'avant, mais il est vert. Vous savez, il y a des gens qui critiquent, à tort et à raison d'ailleurs, les rapports annuels de développement durable d'un certain nombre de sociétés. Et il y en a effectivement où ça ressemble un peu, on a rajouté un chapitre, vous voyez, et on a mis des belles photos devant. Il y en a d'autres où c'est pas vrai, il y a un vrai changement qui s'est fait à l'intérieur du management de la boutique. Mais rarement on considère le capital naturel comme étant un capital productif à part entière. Et alors, c'est d'autant plus paradoxal que, donc toujours, hein, moi, vous voyez, je raisonne sur des pays, disons l'Afrique subsaharienne, si vous voulez, ou l'Afrique centrale, pour voir où on est, mais on pourrait dire la même chose dans d'autres endroits du monde comparable. Il y a plein d'endroits, en fait, où le capital naturel est absolument indispensable aux pauvres, et voire même, et on va y arriver, voire même dire que c'est peut-être leur principale richesse. D'autant plus que quand il y a une consommation excessive de capital naturel, ça entraîne des trappes de pauvreté. Les trappes de pauvreté, c'est un concept économique très fort, qui est classiquement utilisé sur l'accès au financement. Hein. C'est pour ça que la microfinance, finalement, est un truc génial pour sortir des gens de trappes de pauvreté. Je ne sais pas si tout le monde sait ça, donc je l'explique très rapidement. Une dame qui ne peut le matin acheter que 3 oranges pour aller les vendre, le soir, elle va avoir le bénéfice de la vente de ces 3 oranges.
et elle n'a pas le cash de toute façon pour en acheter plus le matin. Donc elle est coincée dans son truc, elle ne peut pas s'en sortir. Si vous arrivez, génial, avec une caisse d'oranges, vous dites tenez madame, là voilà vos oranges, vous les vendez et ce soir vous me ramenez l'argent. Donc je vous ai avancé, je vous ai fait un prêt finalement. Le prêt c'est génial pour ça, ça accélère le temps, sinon elle mettrait 15 ans à réussir à avoir de quoi d'épargne pour s'acheter une caisse d'oranges. Là d'un seul coup, vous accélérez l'affaire. Et le soir, elle va se faire un bénéfice important, elle vous rembourse le machin. Donc en fait, vous l'avez sortie de sa trappe, elle est plus coincée là-dedans. Alors il y a des trappes qu'on ne dit pas du tout, et donc moi j'en choisis une qui est vraiment très rurale, puisqu'on est dans des pays d'Afrique subsaharienne. Alors là, bien sûr, j'ai fait exprès une photo qui n'est pas là-bas pour vous montrer que c'est partout pareil. Donc là, c'est en Thaïlande, et donc là, une dame qui est en Thaïlande, donc elle s'est assise, alors elle s'est assise pour deux raisons. D'abord parce qu'elle bosse, donc les agriculteurs, c'est des gens qui travaille énormément. Vous voyez, elle a nettoyé tout un terrain qui est ici, c'est ce qu'on fait depuis la slash and burn, enfin la défriche brûlée depuis à peu près 10-12 millions. Alors elle s'est assise parce qu'elle a beaucoup bossé. La deuxième raison pour laquelle elle s'est assise, c'est qu'elle sait que dans 6 mois, elle sera propriétaire des cailloux. Parce que vous voyez, c'est un peu en pente. Il y aura eu 2 grosses pluies de 50-70 mm en 3 heures. Vous voyez le genre de pluie terrible qu'on a quelquefois au mois d'août chez nous, là-bas c'est assez monéquement. Ça va nettoyer, envoyer toute la fertilité du sol, tout ce côté brun, noir, un truc qui sent, vous savez, quand on prend comme un sol forestier. Et en fait, bien sûr, ça va être lessivé par ça, et il lui restera le sable, les cailloux, les graniers qui sont derrière. Et donc cette dame, elle est coincée dans ce truc-là. Elle est tellement coincée que sa fille qui est ici, elle est en train de préparer la défriche pour l'année prochaine. Parce qu'en fait, ils voient qu'ils peuvent cultiver 2 ans sur cette parcelle, il faut aller, donc ils sont dans ce qu'on appelle une culture itinérante. Donc vous iriez voir cette dame en lui disant « Madame, relevez-vous, j'ai une idée géniale. Vous, ce qui vous fait gagner de l'argent, c'est que le sol soit brun. Alors, je peux commencer à parler des vers de terre, c'est un peu ça qu'il y a derrière. Et oui, c'est ça la richesse d'un sol. En agriculture, c'est black is beautiful. Un sol qui est noir, qui sent bon, c'est ça qui est. Vous dites, moi j'ai un truc génial, vous allez voir, non, ça bouge plus. Donc vous dites à votre fille de revenir là-bas, elle arrête, elle vient ici, et vous allez voir, on va rester sur cette parcelle-là, et celle-là, j'ai une grosse astuce qui va vous permettre de garder la fertilité là-dedans. Parler, d'ailleurs ça existe même. Donc cette dame, elle est coincée dans sa trappe de pauvreté. La même chose au Tchad, c'est un autre endroit, c'est dans le sud du Tchad, vers l'endroit où il y a le pétrole, là, pas très loin du Cameroun, donc des petites forêts, les gens avec le feu qui sèment, ça c'est du coton que vous voyez ici. Bon ben dans même pas, d'ailleurs ça va encore plus vite, dans un an, ici dans ce truc-là, qui est quand même une forêt, donc le sol est avec une couleur droitée. Ben, le sol sera comme ce que vous voyez là-bas, c'est la piste, c'est-à-dire c'est la plage, il ne restera plus que le sable. Donc, et d'ailleurs, quand vous discutez avec cette personne-là, moi je me rappelle, j'étais allé voir, vous êtes d'où? Il dit, moi je ne suis pas d'ici, je suis arrivé quand j'étais petit, vous étiez où? À 150 km plus à l'est, vers Sarre, pour ceux qui connaissent, et puis si vous le titillez ou le moment, il dit que son père même venait de presque le Soudan, vous voyez. Donc en fait, ils sont obligés sans arrêt de se déplacer parce qu'ils sont coincés, ils sont dans quelque chose. Et personne ne s'intéresse à ça. Pourtant, cette dame qu'on voyait ici, lui, la fertilité de son sol, c'est un truc, ça se vend pas, ça se vend pas sur le marché. Des engrais, ça ne retape pas la fertilité. Les engrais, c'est un médicament. Ça apporter quelque chose qu'il n'y a plus dans le sol, mais ça ne nous fait pas refonctionner là-dessus. Donc je vous prends, voilà. Alors, une autre photo, c'est la même chose, ça c'est dans les cardamome au Cambodge, mais là c'est différent, c'est-à-dire que ça c'est quelqu'un qui peut continuer, il a encore de la place pour aller en faire. Donc du coup il est en forme, il fait des trucs poétiques dans la manière dont il fait ça. Alors il y a quelqu'un qui a essayé de théoriser ça, et d'ailleurs Brice Lalonde en a un peu parlé, on l'a évoqué, je ne sais pas si vous l'avez noté l'autre jour dans la conférence, qui s'appelle Kirk Hamilton, lui et plein d'autres gens aussi, pas mal bossé aussi avec lui là-dessus. Et qui a dit, finalement, quand on essaie de réfléchir à simplifier, essayer de comprendre ce que c'est que la richesse d'un pays, on pourrait la découper en 4 parties. Dire, c'est d'abord du capital produit, des infrastructures, des machines, des ports, des choses comme ça. Deuxièmement, c'est du capital humain. On voit bien qu'un pays qui a plus de santé, plus d'éducation, d'une certaine manière, il est plus riche. C'est aussi un capital social. Quand vous avez, là-dedans, on peut mettre ce mot un peu lourd, un peu pourri, qui est le mot gouvernance. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Chacun le comprend à l'envers de l'autre là-dessus. C'est les institutions. Enfin, c'est ce que vous avez appris. Vous avez tous fait de l'économie. Vous savez que
c'est fondamental de créer